Donc Ruben, qui est ceinture noire d'un nouveau sport qui, je pense, que ce sera au JO bientôt. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux nous dire, rappeler le sport que tu représentes aujourd'hui? On représente le Shifu Pitch. Par applaudissement, ceux qui connaissent le Shifu Pitch, allez-y. Ok. Donc là, on va gagner en popularité après cette matinée. On va rentrer dans le Guinness des records. Donc, vous allez vous lever. On va vous expliquer les règles. C'est très simple. Ok. Tout le monde debout. Tout le monde se trouve un coéquipier. Prenez votre voisin de droite ou de gauche. Attention pour les rangs. Ici, vous êtes en impair. Ok. Prenez-vous quelqu'un avec vous. Ça va être très simple. Les règles sont très basiques. Pierre, feuille, ciseaux. Pas le droit au puits. Ok. Je vous vois passer ceux qui voulaient faire puits. Avec votre voisin de droite, je vais dire Shifu Pitch. Ok. Droite ou gauche. À la fin de Shifu Pitch, vous allez jouer, vous allez faire pierre, feuille, ciseaux. Les perdants se rassoient. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Alors, on va faire en plusieurs rounds, je reprécise. Les 10 finalistes vont arriver sur la scène et le gagnant va avoir 3 minutes pour pitcher devant vous tous. Ah ouais, 3 minutes, c'est voilà. bien, hein. C'est pas mal, hein. 3, ouais, 3, 2, 1, premier round. Shifu Pitch. Les perdants se rassoient. En un point. C'est quoi? Ok, on recommence, relevez-vous, allez. C'était un tour de chauffe, on recommence, relevez-vous. Allez, levez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a de la triche. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Par applaudissement, applaudissez si vous êtes prêts. Ok, c'est bon. Ok, vous êtes prêts? Main dans le dos. Shifu Pitch. Les perdants se rassoient. Les perdants se rassoient, restent les gagnants debout. Les gagnants restent debout. T'as fait ciseaux? Vous avez fait ciseaux? Ah bah oui, il y a les égalités, putain. On n'avait pas pensé. Ah oui, ok. Alors, ceux qui sont en égalité, vous restez debout, on recommence. Shifu Pitch. Ok, alors vous restez, ceux qui sont en égalité, on recommence. Shifu Pitch. Ok. Levez la main ceux qui sont encore en égalité. Putain. Ok, Shifu Pitch. Il n'y a plus d'égalité là? C'est bon? Ok, les gagnants sont debout. Vous trouvez une autre personne qui est debout. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4. Allez, trouvez un debout là, il y en a un. 3, 2, 1. Shifu Pitch. Les perdants se rassoient. Voilà. Il nous reste combien? Il nous reste quand même du monde encore. Hein. Attends. Il y a encore des égalités. C'est un bordel, c'est magnifique. Si on a déjà dit sur les faire. Ok, là il y en a, j'en vois 1, 2, 3, j'en vois beaucoup plus. Ok, vous êtes égalité? Ceux qui étaient égalité. Shifu Pitch. Encore égalité? Ok. Shifu Pitch. Allez. Ok, on en a combien là? Levez la main ceux qui ont gagné. On en a combien là? On en a 10, 15? On refait une session? Ah, une dernière session. Allez, une dernière session, les gagnants. Prêts? Shifu Pitch. Même ceux qui sont en égalité, vous venez, vous me rejoignez sur scène. C'est parti. On les gagnants, on les invite à venir sur scène. Ouais, on les invite et après on les fait passer un par. Ouais. Ah, venez, installez, on a un plateau de finalistes absolument exceptionnel pour ce nouveau sport. Allez. Ouais, on va faire C'est bon? Allez, venez. Déployez-vous sur toute la scène. Déployez-vous tous. C'était pas hyper bien organisé, mais... On est bon là? Ok. On les fait passer un par un pour leur dire ce qu'ils font? Comme vous avez l'honneur d'être finaliste, on va quand même, vous allez vous présenter, dire votre prénom, le nom de votre boîte et ce que vous faites. Et le grand gagnant aura le droit de pitcher un peu plus longtemps. Incroyable! Vas-y, je t'en prie, ouais. Dorian, ma société s'appelle DataView et je fais du développement BI pour vraiment présenter les données, pouvoir
Tout simplement C'est décider. stressant, hein? Un petit peu, je suis le premier, mais je passe la main. Merci beaucoup. Dimitri Repérant, je suis expert de l'influence par la voix et j'aide les gens à avoir plus d'influence quand ils sont là. Bah. Bonjour, Guillaume Costil, je suis cofondateur de Livodoc qui développe une plateforme d'aide à la gestion du stress en entreprise et qui a des résultats validés scientifiquement par des études. C'est pas mal. On sent, il y en a, on a envie de les entendre, mais on les entendra pas forcément. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Bonjour, je m'appelle Jean, ma société s'appelle Un pas de côté et je fais du coaching de manager. Bonjour, je m'appelle Adoriana, j'ai plusieurs casquettes. Oh. Je suis responsable recouvrement depuis 17 ans et puis je fais autre chose. Et c'est la première fois que je joue au truc chez Foupit. Au truc, yes! C'est pour ça. Ouais. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Lucie, ma société s'appelle Lumen Media et je suis freelance en communication et médias. Donc j'accompagne les sociétés dans leur stratégie de communication. Merci. Bonjour, je suis Marc, fondateur d'une start-up qui a 36 ans, spécialisée dans l'hôtellerie de luxe. Et donc, on est concepteur d'un CMS pour faire les sites web des hôtels. Bonjour, je m'appelle Maxence, je suis coach commercial en transition écologique. Bonjour, je m'appelle Maxime. Je viens de lancer mon podcast dans l'alimentation végétale qui s'appelle le Club VG. Bonjour, je suis Sabine et je suis formatrice et coach de manager spécialisée dans la communication. Bon, on va les faire passer un à un maintenant. Ouais. Tu t'appelles comment? Allez, premier match. Dorian, Sabine, venez là. En piste. On rajoute une petite difficulté parce que maintenant on va faire le vrai chiffre ou pitch en pierre, feuille, ciseaux, 3 points gagnants. Pas le droit au puits. Toujours pas. Ça vous va? Allez, c'est parti. Chiffre pitch 1-0. Chiffre pitch 1 partout. Chiffre pitch 2-1. Chiffre. Prépare-toi, c'est en 3 points. Gagnant. Ouais. Chiffre pitch. Oh, 2-2. Oh, chiffre pitch. Allez, chiffre pitch. Bah, désolé Dorian, on applaudit Dorian quand même, merci beaucoup. Maxime et Dimitri, c'est parti. Vous êtes prêts? Ok. C'est pas trop stressant? C'est un peu stressant. Un peu, ouais, quand même. Chiffre pitch. Il y a un pour un. Ok. Chiffre pitch. 2. Wow, 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 wow. Chiffre pitch. Chiffre pitch. Ah, allez, on applaudit. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Maxence et Guillaume. Vous êtes prêts? Allez. Chiffre pitch. On dirait d'aller lui mettre une tarte. Chiffre pitch. Oh, t'as la symbiose. Chiffre pitch. 1-0. Chiffre pitch. 2-0. Chiffre pitch. 2-1. Chiffre pitch. Chiffre pitch. Bravo Applaudis. et merci. Ah, ouais, pour le moment. Marc et Jean, je vous invite à prendre la place. Je suis content, on a quand même une dame. Chiffre pitch. 1-0. Chiffre pitch. 1 partout. Chiffre pitch. 2-1. Chiffre pitch. Chiffre pitch. 2-2. Ah, il a gagné? Ah, ok. Bah, un applaudissement pour Jean. Merci. Putain, c'est fou, hein. Vous êtes prêtes? Avancez-vous. Je vous invite à vous avancer. Allez. Chiffre pitch. 1-0. Ok, d'accord. Chiffre pitch. Ça fait combien là? 1-1. Chiffre pitch. 2-1. Chiffre pitch. Ok. Chiffre pitch. 2-2. Chiffre pitch. Oh
Oh, on l'applaudit quand Merci. même. Félicitations. On a les gagnants. Bah, du coup, ah ouais, ils sont 5. C'est génial. Tu Bravo. te retires Bah, j'aimerais qu'on l'applaudisse quand même très très fort. Ok. On est bon là. On est bon sur les demi-finales. Ok. Alors, Marc, Sabine, en place. Je vous laisse revenir là. Vous êtes prêts? Shifu Pitch. 1-0 pour Marc. Shifu Pitch. Shifu Pitch. 2-0 pour Marc. Eh Sabine, réveille-toi. Shifu Pitch. 3-0 pour Marc. On applaudit Merci beaucoup. vraiment Sabine, merci beaucoup. C'est chambé. Moi, à la base, c'était un délire sur une vidéo dans un salon. Ok, vous êtes prêts? Shifu Pitch. 1-0. Shifu Pitch. Oh, 2-0. Shifu Pitch. Ok, 2-1. Shifu Pitch. Shifu Pitch. Oh, 2-2. Ah, la remontada. Il y a des Parisiens ici. Allez. Shifu Pitch. Shifu Pitch. Oh. Bravo. T'as perdu. Bravo. On l'applaudit. C'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de pression. Vous ne voyez pas dans le regard des participants qu'il y a beaucoup de fébrilité quand même. Ouais. Ouais, c'est une finale. Ouais. Voilà. Et quelle finale? Quelle finale? Un petit tonnerre d'applaudissements quand même pour les finalistes. Allez. Attention, vous allez avoir 3 minutes de pitch après. J'espère qu'il est bien le projet. Shifu Pitch. Shifu Pitch. Ok, 1-0. Shifu Pitch. Shifu Pitch. Ok, 2-0. Ouais, mais ouais, moi aussi. Shifu Pitch. Oh, 2-1. Shifu Pitch. Oh. Bravo. C'est chaud là. Shifu Pitch. Ah ouais, bravo. Maxime. Félicitations. Marc. Voilà. Bah, du coup, bravo. Tu peux t'en aller. Ah, c'est lui qui a gagné? Mais oui. Ah, mais je suis un fou, moi. Mais quel arbitre, Ruben. C'est quand même l'inventeur de ce sport, je te rappelle. Je sais plus. Bah, du coup, la scène est à toi. Et si tu t'as pas besoin, tu racontes une petite blague, une histoire. Bonjour à tous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Maxime. Je crée du contenu donc, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn. Et donc, il y a 3 semaines, j'ai lancé mon podcast donc, dans l'alimentation végétale. Pour cette première saison, moi, je suis parti à la rencontre de personnes qui ont réussi leur transition alimentaire vers un régime du coup, végétal. Donc, le but, c'est vraiment de raconter leur parcours, leur histoire, de comprendre un peu leurs barrières et les difficultés qu'elles ont rencontrées au début de leur transition pour un peu voilà, démocratiser l'alimentation végétale, de montrer que c'est possible et que c'est accessible aussi. Et voilà, en totale bienveillance et en totale ouverture d'esprit aussi. Et voilà, pour histoire de propager un peu l'onde végétale pour que... Vous pouvez me retrouver, effectivement, merci. Donc sur LinkedIn, c'est Maxime Bro. Et le podcast, c'est Le Club VG. VG avec les 2 lettres. Et puis aussi sur Instagram, pareil, Maxime VG. Voilà. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Bon, après cette petite séance de divertissement, on va repasser aux choses un peu plus sérieuses. Donc, je te laisse le mic, puisque c'est toi qui vas animer Exactement. cette table ronde sur la stratégie de contenu. Tu as la zapette. On a 4, ouais, on a la zapette. Hop, merci. J'ai juste besoin de mon téléphone là-bas. Du coup, on va accueillir tout de suite sur scène Pauline, Victor et Noémie. Et un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Tu veux te mettre là? Non, c'est... Ah oui, alors mets-toi là. Voilà. Très bien. Voilà, hop.
On est bien, c'est bon? Vous avez tous votre micro? Tiens. Hop là. Bon, maintenant qu'on a fait les cons, un peu de choses sérieuses. Un peu de bleu, et c'est parti. Alors, il faut que je reprenne mes fiches. Donc là, on va débattre. On a une table ronde qui est animée avec 3 autres créateurs de contenu assez exceptionnels. Avant de faire un tour de table, on va parler de comment construire sa stratégie de contenu dans le but d'attirer des clients. J'ai l'honneur d'accueillir du coup en première guest Pauline. Bonjour Pauline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, merci à tous d'être là. Je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui. Moi, je suis freelance en communication spécialisée dans le sport et en parallèle, je suis cofondatrice de Lactic avec mon associé Thibaut Péria où on aide les sportifs de haut niveau à devenir des créateurs de contenu pour qu'ils puissent en finalité être sponsorisés par des entreprises et pouvoir enfin vivre de leur sport. Donc je ne vous cache pas que c'est compliqué, mais en tout cas c'est un projet qu'on mène en parallèle de notre travail de freelance. Merci beaucoup Pauline. Victor? Eh ben, Victor, moi je suis originaire d'Annecy, donc des montagnes. J'ai une double casquette de créateur de contenu. La première parce que j'ai un podcast qui s'appelle L'Expé, où j'interviewe des... je ne sais pas si c'était marqué, non, bon, peut-être pas. Où j'interviewe des aventuriers, des sportifs et des entrepreneurs qui me racontent leur aventure. Et en parallèle de ça, j'ai une casquette de créateur de contenu pour des entreprises où je les aide dans leur stratégie de contenu pour créer du contenu audio, vidéo, photo. Pour attirer des clients et leur faire gagner de la visibilité. Merci beaucoup Victor. Noémie? Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Noémie, je suis créatrice de contenu. J'ai créé un média qui s'appelle The Storyline il y a 4 ans qui explore un peu le futur de la consommation et du marketing. Et je suis également la cofondatrice de Communo, qui est une école du community building. Donc on accompagne les créateurs et les entreprises dans leur stratégie de création et d'animation de communautés. Et j'ai publié il y a 1 mois un livre aux éditions Erol qui s'appelle Le pouvoir des communautés, justement, et qui traite de ce sujet, de comment les communautés commencent à s'intégrer dans les stratégies de développement et de rayonnement des entreprises. Et j'ai hâte d'en parler avec vous. Merci Noémie. Un petit peu d'applaudissements pour la présentation. Bravo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruben Tayeb. Moi, je crée du contenu sur LinkedIn. L'idée, c'est vraiment de présenter un peu le behind the doors des entreprises, du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai quelques questions pour nos invités de marque. Quand on a pensé et qu'on a réfléchi un peu ce format, on s'est dit comment on pouvait le présenter. Il y a une question qui était un peu importante pour moi parce qu'il y a des débats dans les façons de définir certains mots. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Pauline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour toi, qu'est-ce que c'est la différence entre une communauté, à proprement parler, et une audience? Je crois que la question était pour moi initialement. Ah, c'était pour toi initialement? Ah bah très bien. Noémie, excuse-moi. Un timing parfait, je t'en prie. Mais sinon, Pauline, n'hésite pas. Je t'en prie. Faire un petit chifoumi. Du coup, on s'est dit que c'était une question importante à traiter dès le début parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a une grosse mécompréhension autour des notions d'audience et de communauté qui impactent de manière négative souvent les stratégies marketing des entrepreneurs. L'audience, en gros, c'est généralement ce que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux. Ça va être des followers, ça va être des gens qui suivent votre marque et qui suivent vos communications en ligne, mais de manière généralement assez unilatérale, voire passive. Donc, typiquement, votre marque est sur Instagram ou sur LinkedIn, ou vous êtes sur LinkedIn ou sur Insta, vous publiez, il y a des gens qui vont liker, commenter, peut-être vous envoyer un DM. Ces gens-là, ils ont une relation assez simple et assez descendante avec vous. Dans une communauté, en fait, on définit ça un peu différemment. Il y a des échanges qui sont multilatéraux, c'est-à-dire que les membres de l'audience, enfin les personnes qui suivent et qui sont en contact avec votre marque interagissent entre eux également. Et ça, sur les réseaux, c'est assez difficile à mettre en place. Je vous donne un exemple. On va dans une... Pardon, je m'embrouille un petit peu. Dans la communauté, généralement, les gens vont être regroupés dans un espace privé ou fermé, dans lequel ils ont la capacité d'interagir les uns avec les autres pour créer de la valeur et pour partager des conseils, faire de la collaboration, co-créer des contenus. Et une autre grosse différence entre une audience et une communauté, c'est que l'audience,
elle peut être mise au service de vos objectifs business. Généralement, votre audience, elle vous sert à faire de l'acquisition, de la conversion, voire de la rétention. Mais la communauté, elle est utilisée de manière intentionnelle et elle est intégrée de manière proactive à vos objectifs business. C'est-à-dire que là où l'audience, c'est quelque chose d'assez passif, la communauté, c'est des gens qui vont activement, parce qu'ils aiment votre marque et parce que vous répondez à un besoin pour eux et que vous les avez fait se retrouver, ils vont activement collaborer à vos objectifs de développement, de création ou de pérennisation de vos activités économiques. Donc en gros, si, par exemple, moi j'ai quelques abonnés sur LinkedIn, ça c'est considéré comme une audience. Exactement. Et à côté de ça, j'ai créé un groupe pour tous ceux qui veulent aller en soirée dans le domaine professionnel. non, mais faire la fête avec le B2B, pas qui veut sortir. Et du coup, nous, on est présents à des événements comme l'Accordé, où il y a quelques personnes du groupe. Ça, c'est une communauté où là, il y a des échanges continuellement. On n'est pas derrière, en fait, un algo qui traite un peu... Ouais, c'est ça. En fait, je pense que la différence, elle se fait à partir du moment où les membres d'une communauté, c'est des gens qui sont tellement fans et proches de votre marque et qui trouvent quelque chose, qui trouvent leur compte dans la communauté, qui vont proactivement prendre à charge le fait de faire votre promo ou bien de devenir des ambassadeurs de votre marque ou de vos produits et vous amener du business, des opportunités. Là où une audience, c'est quelque chose que vous essayez de convertir, mais qui est quand même quelque chose de très statique. D'accord. Merci beaucoup, Noémie. De rien. Du coup, pour embrayer, parce que qui dit audience dit forcément contenu, qui dit contenu dit personal branding. Mais si on n'est pas une personne qui dit branding aussi, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le branding et le personal branding, Pauline ? Nous, typiquement, par exemple, je prends l'exemple de Lactic, on a une page LinkedIn avec 11 000 abonnés dessus. C'est assez difficile à faire pour une page entreprise et c'est complètement différent d'une page personnelle. Votre profil LinkedIn aujourd'hui, quand on est entrepreneur, il y a un vrai sujet de le développer pour aujourd'hui générer du lead. C'est l'objectif et on s'est dit quand on a créé ce travail qu'on a fait tous les quatre, on aimerait vraiment apporter de la valeur ajoutée. Donc on s'est dit, ok, comment on peut préparer le truc pour faire en sorte qu'on comprenne à quel point le personal branding est différent et important. Le branding, ça va être de parler de l'histoire de votre marque, de parler des valeurs de votre marque et de faire en sorte que votre audience, qui sera différente de la communauté que vous avez sur votre page personnelle, va répondre à cette audience. Mais souvent, l'erreur qu'on fait quand on est une page entreprise et qu'on veut développer, parce que si vous êtes entrepreneur, vous avez envie de développer une page entreprise. Bon. Comment on fait pour développer cette page entreprise ? Souvent, on se dit, je vais parler de ce qui se passe dans mon entreprise, je vais dire, j'ai signé avec tel client, c'est super, etc. Mais on oublie qu'en fait, c'est pas ce qui va intéresser votre audience. Ce qui va intéresser votre audience, c'est comment vous vous construisez, qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que cette entreprise, elle marche, où est-ce que vous allez, quelles sont vos valeurs, comment vous essayez de vous définir, vous, en tant que personne dans cette entreprise. Donc, vous devez essayer de raconter quelque chose, et c'est ça le branding d'une entreprise. Le personal branding que vous allez avoir sur votre page à vous et qui va être très importante parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va identifier votre société. On va l'identifier parce que c'est vous qui l'avez créée. On ne va pas l'identifier pour ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on dit souvent qu'en fait, on n'achète plus un produit, on l'achète parce qu'on aime la personne qui a créé ce produit ou on l'achète parce qu'on est en phase avec les valeurs. Parce qu'en soi, on crée tous du besoin. Les choses importantes de la vie, elles existent déjà. Donc, on crée des choses qui sont super, mais aujourd'hui, on fait en sorte que ça devienne nécessaire pour des gens. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous devez absolument essayer de développer votre personal branding, chose que tout le monde fait ici pour parler de son podcast, Ruben pour sa création de contenu, Noémie aussi pour son média. Leur marque fonctionne parce que c'est eux qui le font. Nous, c'est pareil, avec Thibaut, mon associé, Lactic fonctionne parce que c'est nous qui parlons de sport, qui racontons nos histoires, qui racontons nos échecs, comment on en est arrivé là. Et en fait, aujourd'hui, quand vous faites du personal branding, vous devez mettre de l'authenticité. On est tellement envahi par l'influence marketing classique des gens de Dubaï, de quelque chose qui n'est pas vrai. Le B2C aujourd'hui s'intéresse à... B2C et B2B va s'intéresser à l'authenticité. Si vous êtes authentique et vrai et que vous racontez la vérité, les gens vont s'attacher à vous et vont venir faire du business avec vous. Et c'est la différence entre le personal branding et le branding, c'est le personal branding, vous allez parler de vous,
des difficultés que vous rencontrez, c'est ce qui va vous rendre vrai, des succès, parce que les gens adorent célébrer les succès et qu'il ne faut pas l'oublier, quand ça fonctionne, il faut le dire. Et le branding, ça va être à travers cette entreprise, qu'est-ce que vous voulez créer. Mais vous devez y mettre votre âme. Si vous dites juste, j'ai signé avec ce client ou je vends ça, ça ne va pas marcher. Il y a une règle en création de contenu où on dit, on fait que 10% de ventes sur une création de contenu, surtout les contenus qu'on produit. Parce que si on fait que de la vente, ça va intéresser personne. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un... J'ai juste une question parce que tu parles de branding et tu parles de personal branding. Tu dis que jusqu'à maintenant, c'était quand même les marques qui communiquaient énormément. On a très très peu d'exemples. Enfin, on en a beaucoup, si tu veux, mais dans la masse, on a au final peu. Le personal branding et la communication sur LinkedIn, franchement, ça date pas d'il y a très très longtemps. Ça fait quoi, 5 ans moi que j'y suis. Quand je suis arrivé sur LinkedIn, il n'y avait personne. Et il y a un truc qui m'a frappé. Tu m'as dit, on en a un peu... En tout cas, on se détache un peu plus de la communication de marque classique et au lieu de faire confiance à une marque, on fait confiance à une personnalité qui va soit représenter la marque, soit représenter sa propre activité. Donc, on a beaucoup de freelance, etc. On a vu LinkedIn, TikTok, Insta, vraiment toutes les plateformes de contenu aujourd'hui. Tu as 1 million de vidéos d'une personne face contre la caméra, face à la caméra qui parle, jusqu'à que maintenant, dans chacune des vidéos en commentaire, tu as « Ah ouais, mais il parle à un mur » et c'est devenu un gag pour ceux qui sont en dehors du B2B ou qui consomment peu ce type de contenu. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on repasse par la même boucle? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans 5 ans, dans 10 ans, etc., on en est un peu marre des gens qui se mettent en avant et qu'on bascule sur autre chose. Je ne sais pas quoi, mais autre chose. Alors moi, je pense qu'il y a un sujet sur lequel qui est très juste où il faut faire attention. Il ne faut pas montrer, il faut raconter. Parce que la différence, elle est vraiment là. Nous, on le dit à nos athlètes quand on leur apprend à créer du contenu. On leur dit, vous allez être sponsorisé par une entreprise. Une entreprise, elle va s'intéresser à vous parce qu'en fait, elle va pouvoir parler d'elle à travers vous, mais de manière naturelle. Et effectivement, si dans 5 ans, les gens font que du racontage de live, ça va pas du tout être intéressant. Mais si vous allez dans une profondeur en faisant des retours d'expérience et que vous dites, si vous dites, hier soir, j'ai lu un livre. Fine, t'as une vie cool, t'as lu un livre. Mais hier soir, j'ai lu un livre, c'était sur ça, voilà ce que j'ai retenu sur ce bouquin. Là, on va se dire, ok, en fait, ça me donne envie de lire le livre, il a fait la promo du livre, voilà ce que j'ai appris, je me dis que ça me ressemble, donc je peux être intéressée. Aujourd'hui, il faut qu'on raconte quelque chose de profond et de véridique. Si vous survolez les sujets, on va regrouper et on va arriver dans 5 ans à en fait ça sera plus intéressant, l'entreprise ça me correspond plus, j'ai plus envie de faire ça. Mais je pense il y a tellement de possibilités de se développer avec tout ce qui arrive aujourd'hui et de faire en sorte que ça se regroupe jamais, mais il faut être en pleine conscience du fait qu'il faut savoir se renouveler. Mais c'est comme une entreprise elle a besoin de se renouveler, au bout de 5 ans, 10 ans, elle stagne, il faut toujours trouver quelque chose de nouveau. Donc dans la création de contenu, c'est pareil. Et c'est là la difficulté, mais on le voit aujourd'hui quand on crée du contenu. À un moment donné, on va pas se mentir, tout ce qu'on fait, ça existe déjà. On n'arrive pas en racontant un contenu qui n'a pas déjà été raconté. Ce qui fait que ça marche, c'est parce qu'on le raconte autrement. Et que quand on lit un bouquin, on lit tous les mêmes bouquins, on n'a pas le même retour sur le livre. Donc on ne va pas faire le même retour d'expérience. C'est là où il faut être fort pour, dans 5 ans, pas regrouper cette boucle et pas faire en sorte que son audience, elle n'ait plus envie de nous écouter. Parce que l'audience, elle est là pendant un certain temps, et Noémie, elle le dit très justement, mais l'audience, il faut la garder vive, il faut qu'elle ait envie d'interagir. Et si vous ne vous renouvelez pas, le process sera le même dans 5 ans. C'est marrant parce que j'ai vu cette différence-là sur les contenus. Ça fait genre 6 mois que je crée du contenu vidéo sur LinkedIn. C'est pas franchement la meilleure plateforme, honnêtement. Mais j'ai vu une grande différence. C'est dommage. Mais ça vient petit à petit. Je pense que c'est les membres aussi qui font la plateforme. Mais tu vois, entre un contenu où je vais faire un Shifu pitch avec José Garcia, les gens vont grave se marrer, ça va être cool. Ça fait 600 likes. Quand je vais mettre un guide de 130 pages de comment optimiser ton profil, je vais faire genre 4000 likes, tu vois. Ce qui signifie que quand même, j'ai l'impression que les gens sur LinkedIn et les personnes présentes viennent quand même prendre de la valeur et tu vois, une plus-value opérationnelle, une expertise que tu peux un peu aussi déployer. Et ça peut se ressentir peut-être aussi dans la création de ta communauté et dans la façon dont tu présentes ton contenu. Tu n'es pas obligé de raconter des choses pour raconter, mais tu peux avoir aussi quelque chose à raconter pour dire « Regardez, j'inspire, je vous montre ». Je vous donne une des pistes de comment vous développer. Peut-être que les gens vont s'identifier aussi, si certains créateurs et d'autres. Ouais.
J'ai peut-être un petit élément là-dessus. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, et c'est totalement vrai. Je pense qu'il y a un truc qui est que sur les réseaux sociaux, il y a une forme de représentation et on va incarner des choses, on va incarner un message, on va inspirer. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a attiré à soi des gens qui sont intrigués par notre message ou potentiellement intéressés par ce qu'on a à offrir, c'est le moment où on peut les convertir et les amener dans une communauté qui est un espace plus petit, plus intime, plus restreint, plus privilégié, dans lequel il y a de la création de valeur beaucoup plus élevée. Avec justement, comme tu dis, l'indifférence entre des petits posts un peu d'entertainment et des contenus très denses. Et je pense que les gens vont en ligne et sur les réseaux pour se divertir ou s'inspirer. Et ils appartiennent à des communautés, ou en tout cas ils y adhèrent, pour apprendre des choses, pour partager avec des pairs, pour trouver des relais de soutien et de solidarité. Des choses beaucoup plus humaines et beaucoup plus ancrées dans les interactions et la profondeur que ce qu'on va pouvoir trouver sur les réseaux sociaux. Toi, tu ferais acquisition communauté sur du top funnel audience. Je traduis en gros du contenu très masse, très populaire, très sujet un peu global. Typiquement, moi je raconte mon burn-out, je sais que ça plaît énormément. Et derrière, tu les amènes à la communauté où là, ils vont pouvoir un peu développer leur personal branding, avoir des tips actionnables, etc. Dans la communauté, c'est plus toi en fait qui est central. Dans la communauté, c'est les gens qui prennent la place et qui décident de ce qu'ils veulent faire, des gens avec qui ils veulent parler, des choses qu'ils veulent créer. Et en gros, autant sur les réseaux sociaux, c'est toi qui es en contrôle de l'histoire que tu racontes, comme tu disais Pauline, autant dans la communauté, l'objectif c'est de te mettre en retrait et de laisser aux gens la place pour faire les choses qu'ils veulent faire. Et c'est là que la communauté va marcher en fait, c'est quand tu n'es plus central et que tu n'es plus force motrice de son développement. Mais qu'au contraire, les gens commencent à prendre la place et ils aiment tellement la marque et l'opportunité que tu leur as donnée que ils vont en fait tout faire pour faire grandir la communauté et ton business au passage. Donc si on résume, je prends LinkedIn, je fais du contenu, je les ramène dans la communauté, je force mon personal branding, j'ai fait plein de contenu génial, j'ai investi des milliers d'euros dans des vidéos, j'ai une vidéo, donc là c'est une question qui est orientée plus Victor, comment on fait pour faire du cross-canal et construire un contenu qui va créer plein d'autres petits contenus. Par exemple, je pense que tout le monde l'a vu, mais quand tu fais des podcasts, tu peux après faire des reels. Ouais, en fait, on se rend compte avec le contenu que quand on est entrepreneur à côté, on n'a pas le temps de faire du contenu forcément tous les jours et énormément et sur tous les réseaux. Ça prend énormément de temps. Rien que d'écrire un post LinkedIn, selon les personnes, ça prend 20 minutes ou 1 heure, 2 heures. Donc si on veut le faire tous les jours pour être visible, parce qu'il faut cette régularité, ça devient compliqué. C'est là où, moi justement, par exemple, c'est comme ça que j'ai construit toute la stratégie autour du podcast, par exemple, et c'est ce que je retraduis maintenant avec mes clients, par exemple. C'est qu'en fait, je voulais prendre la parole sur LinkedIn, mais je savais que j'aurais pas le temps d'écrire tout le temps et je savais pas quoi tout le temps raconter. Donc je me suis dit, je vais donner la parole à des personnes qui, elles, ont des choses intéressantes, je trouve, à raconter. Et en fait, j'ai juste à enregistrer un épisode de podcast avec une personne qui va durer 1 heure. Et cet épisode-là, je vais le synthétiser. Je vais pouvoir en sortir 1, 2, 3 posts LinkedIn. Ces posts LinkedIn, je vais pouvoir les publier, donc ça va me donner cette visibilité. Mais derrière, je vais aussi pouvoir les réutiliser face caméra, par exemple, pour raconter l'histoire de ces personnages-là, le partager sur Instagram, TikTok, YouTube. Je peux en faire une newsletter derrière, parce que je peux le rédiger. On parlait d'IA tout à l'heure, maintenant il y a même des IA qui peuvent retranscrire ton podcast. Donc je peux le partager en newsletter derrière. Et en fait, je trouve ça très intéressant de baser sa création de contenu sur un canal qu'on maîtrise, qu'on aime profondément, sur lequel on est prêt à s'investir, et qu'après, on l'utilise pour le diffuser partout, en gros. Donc ça, c'est la définition du cross-canal. Ok, maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus concrètes, méthodo, comment on fait. Parce que le sujet un peu global, on en entend parler tout le temps, on a plein de vidéos là-dessus, etc. Mais le comment on fait, opérationnellement parlant, avec une vraie méthode, on en entend peu, ou alors souvent, c'est des posts qui ne font pas des millions de likes, donc du coup, on les voit peu aussi. Pauline et Victor, c'est quoi votre méthodo déjà en amont pour pouvoir tout simplement démarrer sa création de contenu avec toujours à l'esprit je veux générer du cash ou je veux attirer des clients pour pouvoir vivre de mon activité? Très simplement, très technique. Moi, le truc le plus important, c'est de séparer la phase d'idéation de la phase de création.
C'est-à-dire que j'ai une phase où je vais noter plein d'idées, style post-it. Alors j'utilise Google Keep sur mon téléphone. On met notes sur, dans le métro, en marchant. Enfin, dans le métro, je prends pas le métro, mais en marchant, en allant me balader au bord du lac à Annecy, je note plein d'idées. Et en fait, quand je suis chez moi et que je suis face à mon ordi parce qu'il faut que je fasse un post LinkedIn aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà plein d'idées. Donc, c'est moins compliqué pour moi de me mettre à la tâche. Et à force, si tous les jours j'ai 5 idées, à la fin du mois j'ai des centaines d'idées et à la fin de l'année, note tout ce qui passe par la tête. Okay. Et je n'ai aucun jugement. C'est le principe un peu du brainstorming, quoi, mais tout seul. Et après, quand je dois concrètement créer mon post, quel qu'il soit, je repars de ces idées-là et je les développe. Après, selon les personnes, j'utilise Notion. Je me suis fait un Kanban avec premier jet, deuxième jet. Et l'idée, c'est qu'il y a des phases chaque semaine où je vais avancer mes posts pour en avoir aussi. Il y a des jours où j'aurais pas envie de poster, où je serais peut-être fatigué. Et du coup, si j'ai un post qui est déjà à moitié écrit, c'est déjà ça de fait. Et après, maintenant, la deuxième étape derrière ça, on parlait de cross-canal, c'est que j'essaie de trouver le moyen d'optimiser comment je vais transformer un post LinkedIn en un réel sur TikTok, C'était ma sur question. Instagram. Ouais. En gros, quand tu scriptes une vidéo, toi, est-ce que tu peux en faire un post LinkedIn ou à l'inverse, est-ce que quand tu fais un post LinkedIn, tu peux aussi... À la base, justement, je faisais ma création de contenu d'abord sur LinkedIn et après sur les autres réseaux sociaux. D'accord. Et en fait, là, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis lancé un challenge de publier une vidéo par jour pendant 90 jours. Et du coup, je pense à la vidéo en premier. C'est-à-dire que j'ai gardé mon habitude d'écrire des posts LinkedIn. Donc quand j'écris le script de ma vidéo, je l'écris comme un post LinkedIn. Mais quand je le lis pour faire ma voix off, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de choses à changer. Et du coup, je rechange tout ça. Et j'ai l'impression que mes posts LinkedIn, personnellement, en tout cas, sont plus efficaces aujourd'hui. Je trouve ça plus précis et plus pertinent. Mais ce qui est important pour moi, c'est de trouver, par rapport à soi aussi, comment on est plus à l'aise en fait, par rapport aux médias qu'on veut utiliser. C'est ça pour moi le plus important. Parce qu'il y a toujours un média qu'on va prioriser. On ne peut pas être à 100% sur TikTok, LinkedIn, Instagram, partout. Il y a toujours un qu'on va prioriser. On choisit en fonction de notre business, des opportunités ou quoi. Et après, on le décline. Donc là, tu as fait ta phase d'idéation, tu as noté tes idées. Ensuite, tu commences à créer un peu de contenu. Je crois qu'avec Lactic, Pauline, vous coachez, vous formez des sportifs à écrire sur LinkedIn. C'est quoi la méthode d'un post LinkedIn ? Ouais, alors nous, c'est un petit peu différent. Avec Thibaut, avec mon associé, on n'a pas du tout le même process de création. Moi, j'ai un process un peu différent, c'est que je prends une journée par mois où je bosse pas et où en fait je fais complètement autre chose. Et parce que je sais que mes idées, elles viennent quand je cours, quand je prends une douche, quand je regarde un reportage, quand la créativité se développe jamais. Vous vous posez pas devant votre ordi en disant « Ok, maintenant je fais un post LinkedIn ». Essayez, mais vous allez rester longtemps devant votre ordi et perdre un peu de... Donc moi, je prends une journée par mois où je me dis, ok, maintenant je fais rien. Enfin, je fais rien, je fais des randos, du trail, et je prends mon téléphone avec moi et je note tout ce qui me passe par la tête. Donc comme Victor, ça, je pense que tous les créateurs de contenu le font. On ne se met aucune barrière. C'est-à-dire que même si on se dit, l'idée, elle est pas bonne, c'est pas grave, on la note. On en ressortira. Donc comme moi, mes créations de contenu sont autour du sport, je fais du sport. Comme ça me donne plein d'idées, où je regarde des reportages sportifs, où j'écoute des podcasts. Donc je fais ça une fois par semaine. Bon, mon associé, lui, il ouvre son ordinateur, il écrit un post, il fait 3000 likes. Voilà, bon, c'est un peu différent. Du coup, je fais ça. Je regroupe, comme Victor, toutes mes idées sur Notion. Et ensuite, je regarde. J'ai une stratégie un peu différente, c'est que moi, je suis freelance en com, donc je crée des stratégies de contenu pour des sociétés. Donc pour ça, je fais des posts spécifiques. Et pour Lactic, je fais des posts spécifiques. Donc j'ai des tunnels de conversion. Je fais des très gros posts très généralistes sur le sport. Par exemple, mes amis me disent comment tu fais pour courir autant d'heures par semaine sans être fatigué, sans que ça soit difficile. Du coup, je raconte, je dis c'est pas vrai, c'est difficile. Instagram, c'est pas la réalité. LinkedIn, c'est pas la réalité. Donc je fais des posts très très généralistes sur la course à pied, le trail. Ensuite, je fais des posts beaucoup plus spécifiques, parce que les posts généralistes, je sais que ça va driver du monde sur mon profil. Les gens vont venir voir, j'ai optimisé mon profil comme un site internet, avec un lien pour Lactic, un lien pour moi, voilà, c'est très optimisé. Ensuite, je fais des posts beaucoup plus spécifiques pour toucher un des entrepreneurs ou des PME, et un autre pour toucher les athlètes de haut niveau, où là, je donne des tips de création de contenu. Et je me dis, en montrant ce que je sais faire, les gens vont se dire, ok, elle est capable, donc j'apporte de la valeur ajoutée. Et après, je fais des posts extrêmement spécifiques où là, on parle de notre formation, par exemple, où je prends un cas client, où je dis, voilà, avec ce client, il avait telle problématique, voilà ce qu'on a fait, et je donne des chiffres. Donc, je fais du très général au moyen, au très spécifique. Et je sais que je vais pas avoir les mêmes stats. Je sais que sur un post ultra spécifique où je vais montrer des chiffres, je vais peut-être avoir 30 likes.
Mais sur les 30 likes, ça va me générer 2 leads, 2 calls clients et je vais signer un client. Voilà. Il y a un truc sur lequel c'est hyper important d'insister quand même sur la création de contenu, c'est attention aux stats. Quand on démarre dans la création de contenu, on voit des gens qui font 10 000 likes, etc. C'est pas parce que quelqu'un fait 10 000 likes, 1 million de vues qu'il gagne de l'argent. Et ça, c'est vraiment un truc où quand je suis arrivée dans le LinkedIn game, je me suis dit, je vais jamais y arriver, il y a des gens, c'est des monstres. Mais ça veut pas dire que... Enfin, nous, personne ne se doute qu'on est au chômage en création de boîte. Donc, non mais, je le dis parce que... Non, je parle pour mon cas, mais je le dis parce que c'est important de rétablir la vérité. La vérité, on est tous des chômeurs, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille, on se donne les moyens d'eux, mais on utilise ce temps. Voilà. Et en fait, je veux juste dire attention à LinkedIn, attention à ce qu'on voit. Essayez de faire du général, de raconter quelque chose de pertinent en lien avec votre métier et le service que vous proposez. C'est ce qu'on dit à nos athlètes. Vous êtes des athlètes de haut niveau, vous voulez travailler avec une entreprise. Racontez quelque chose qui va intéresser l'audience de l'entreprise, parce que l'entreprise, elle va venir chercher votre audience, votre communauté. Donc vous allez chercher la communauté de l'entreprise, donc vous identifiez. Il y a un travail, et Victor il l'a dit, qui est très important avant de démarrer la création de contenu, c'est qui votre cible. Vous pouvez, à vouloir produire pour tout le monde, on produit pour personne. Donc ça, c'est extrêmement important de vous dire au début, vous allez avoir 0 like ou 3 likes, ou que votre famille, ou que vos potes. Et les gens vont arriver petit à petit parce que vous allez vous spécialiser. Donc c'est normal au début de rien avoir. Et ça prend du temps, et c'est dur. Et c'est... Moi, combien de fois j'ai voulu arrêter, je me suis découragée. Et un jour, au bout de 6 mois, ça a explosé. Et on le dit à nos athlètes qui ont déjà tout essayé dans leur vie pour gagner de l'argent et qui, plusieurs fois, m'ont dit « je veux arrêter, je veux arrêter ». Maintenant, ils ont des stats de dingue parce qu'ils se sont accrochés. Donc la création de contenu, il faut quand même le notifier que c'est difficile, on y passe énormément de temps. Donc pour trouver des idées, c'est très important de prendre le temps et de ne pas lâcher. Ouais. C'est ingrat. Juste je rebondis, après je donne la parole à Noémie, mais c'est vrai que moi personnellement j'ai mis mon compte en danger sur les 4-5 derniers mois parce que j'ai produit du contenu qui était vu par personne et je recevais des messages tu vois, qui me disaient bah, tu postes plus. Bah si, de ouf en fait, tous les jours, 4 fois par jour. Et en fait, je me suis rendu compte d'un point, c'est qu'au bout d'un moment, tu as beau avoir 100 000 abonnés en fait, sur LinkedIn, il y a 2 choses qu'il ne faut jamais que tu perdes. Le premier, c'est que si c'est crescendo, il va falloir comprendre que de toute manière, tu grossis aussi vite que tu descends. Et ça, c'est tous les créateurs de contenu. Je peux en citer des centaines depuis 5 ans qui sont venus et qui sont repartis, que vous ne connaissez même pas. Et en même temps, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que bah ouais, moi j'ai 60 000 abonnés. Si je me donne, je fais des posts à 1000 likes. Mais mon post à 1000 likes, il me rapporte 0. Et mon post à 100 likes, il me rapporte 2000 €. Donc en fait, qu'est-ce que je vais préférer? Est-ce que je vais préférer de gagner de l'argent pour payer le loyer et donner à manger à ma fille et voilà, acheter des bijoux à ma femme, ou alors est-ce que je vais préférer, tu vois, avoir juste la fame et la visibilité, et dans ce cas-là, les gens vont pas le voir, mais à côté je vais prendre un taf et je vais pas en parler et ça sera pas authentique autant que possible. Je crois que Noémie, tu voulais rebondir sur ce que disait Pauline depuis tout à l'heure. Ouais, je trouvais ça super intéressant ce que tu disais sur justement le côté un peu paillettes et fame sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a cette notion un peu de vanity metrics où on se concentre vachement sur les likes, sur les commentaires. Mais la réalité, c'est que je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais je crois que c'est 95% des créateurs de contenu qui ne vivent pas de leur activité. Et c'est dramatique, mais il n'y a qu'un top 5% qui est vraiment en capacité de générer des gains qui sont exceptionnels. J'en pense à Lena Situation par exemple, ou d'autres qui eux sont extrêmement... on crée des business qui tournent, mais c'est vraiment une minorité. Et je pense que c'est en effet un truc à garder en tête quand on se lance dans la création de contenu. Le contenu en soi n'est pas la finalité, c'est vraiment ce qu'il apporte comme opportunité et la qualité de ces opportunités. Et pour ça, il faut en effet... être clair sur ses objectifs, sur la cible qu'on a et être positionné de préférence sur une niche plutôt que d'essayer d'adresser tout le monde et de faire du volume dès le début. Et il y a un truc super intéressant, c'est pour moi, différencier un créateur de contenu d'un entrepreneur, enfin entrepreneur freelance ou ce qu'on veut. Mais il y a le créateur de contenu, tu prends l'exemple de Lena Situation par exemple, mais je pense que la première fois qu'il a posté une vidéo, c'est pour son pur plaisir. Ouais. Tu vois. Et après, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un business. Il faut différencier, même sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a plein de personnes, et moi, quand j'ai commencé avec mon podcast, c'était juste pour le plaisir. Aujourd'hui, j'essaye d'en faire un business, mon objectif d'en gagner ma vie, mais il y a beaucoup de personnes qui le font pour le plaisir à la base, et après, essayer de transformer ça en business. Si on est freelance et que l'objectif, c'est de vivre, et comme tu dis, de gagner de la thune, on est là pour ça aussi,
faut être clair avec ça et que ce soit clair dès le début et de savoir, comme tu disais, c'est exactement ça, de savoir pourquoi on poste. C'est pour gagner de la thune. Faut l'avouer. Bon, comment on a je crois qu'il y avait une question, c'était comment tu maintiens et comment tu t'inspires au quotidien. Tu avais peut-être quelque chose à dire là-dessus? Non. Non. Non, je rigole. Non, bien sûr. Oui, en fait, il y a un chiffre que je trouve hyper parlant parce que j'ai commencé dans le podcast. C'est qu'il y a des centaines de podcasts qui sont lancés tous les mois parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple de créer un podcast. On prend un petit micro, il y a des plateformes gratuites. Non, mais un podcast, justement, pas forcément de qualité. Je n'ai pas parlé de la qualité. Mais en réalité, lancer un podcast, c'est de plus en plus simple parce qu'il y a des outils de plus en plus pratiques et intégrés. Et donc, il y a des centaines de podcasts. Je ne sais pas si tu as le chiffre exact, mais je crois... Non, mais c'est incroyable le nombre de podcasts. C'est assez démentiel. Très simple. Mais en revanche, je crois qu'il y a 80% des podcasts publiés aujourd'hui qui ne dépassent pas les 10 épisodes. Donc en fait, c'est assez ouf. Les gens se lancent, mais ils n'ont pas la capacité de persévérer et de s'inscrire dans la durée et de continuer à produire et à publier toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois en fonction de la cadence qu'ils ont définie. Et ça, je pense qu'au-delà du podcast, c'est assez caractéristique de des gens qui créent du contenu, que ce soit des créateurs ou des entrepreneurs. Il y a cette difficulté à être constant et consistant dans la qualité des choses qu'on produit. Ça, c'est un gros enjeu. Non, mais il y a un truc qui est ouf que tu as dit et ça nous permet de basculer sur la question, c'est comment on fait pour attirer des clients. Mais il y a un truc qui est vrai que moi je vois beaucoup et que j'ai beaucoup vu et fait l'expérience. Quand je publiais au début, il y a eu très rapidement beaucoup de gens qui sont venus suivre mon compte. J'ai mis une offre de coaching et en fait c'était tellement blindé que j'ai arrêté de créer du contenu. Et donc je me suis mis au bout de 6 mois, perdre ma vélocité, tu vois, l'espèce de puissance que j'avais mis du contenu en marche où il y avait des gens qui venaient, c'était de manière exponentielle. Et honnêtement, j'ai dû mettre facile 1 ou 2 ans, facilement, à retrouver le momentum que j'avais avant de vendre mes services. Et donc, je pense qu'il y a un truc qu'on ne dit pas assez, mais ce que tu viens de dire, c'est que même si demain vous avez des clients, il faut toujours garder un moment pour la création de contenu et maintenir cette création de contenu parce que c'est ça qui va venir financer. Et s'il n'y a pas de place pour les clients, c'est pas grave, on augmente la valeur et puis on augmente les prix et ça nous permet d'avoir un peu moins de clients mais d'avoir toujours de la place pour la création de contenu. Moi, il y a un truc que je dis, mais qui est vraiment, et je l'ai répété dans la formation que j'ai fait aux athlètes et à la fin, ils se fichaient de moi, mais la régularité, c'est la clé pour tenir. Si vous n'êtes pas régulier, vous allez apparaître, mais vous allez disparaître aussi rapidement que vous êtes apparu, vraiment. Et le plus dur dans la création de contenu, c'est de s'y tenir. Moi, je sais que j'ai été obligée de le mettre dans mon agenda et j'ai mis des techniques de vie. J'ai mis en place des techniques de vie pour faire de la création de contenu. Je sais que je me mets un timer tous les matins dans mon agenda. J'ai 1 heure qui est bloquée pour LinkedIn. Et je mets un timer et quand ce timer il s'arrête, je m'arrête et je recommence ma journée. Mais la régularité, c'est la clé et c'est comme dans tout dans la vie. C'est pareil pour le sport, vous commencez à faire du sport, vous êtes bon, vous arrêtez vous arrêtez pendant 1 mois, quand vous reprenez, c'est la cata. Je pense que toi, pour les podcasts, tu produis du contenu. Si un jour tu t'arrêtes pendant 1 mois, pour revenir dessus, c'est... Ouais. Donc la régularité, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients en freelance parce que je communique sur LinkedIn et j'ai fait un salon, j'étais au Rock d'Azur la semaine dernière, qui est le plus gros salon de VTT au monde, avec mon client qui m'a présenté à plein de gens dans le sport et qui a pas arrêté de dire oui mais Pauline, elle a été élue sur LinkedIn dans les top créatrices, etc. Les gens ça les marque et j'ai été élue juste parce que j'étais régulière. Là je suis clairement, je l'avoue, pas du tout régulière. Donc ça va être très compliqué de revenir au niveau, même pour nous c'est dur, donc là on reprend le chemin, mais la régularité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui moi je génère du business et que j'ai des clients, et qu'aujourd'hui je peux dire non, mais parce que pendant longtemps, et ça je l'ai dit à Ruben quand on a fait l'interview, et j'ai accepté de faire des choses aussi gratuitement pour apprendre quand j'ai commencé. Il y a plein de gens qui me disaient non, mais fixe tes tarifs, tu as 10 ans d'expérience. J'ai dit non, j'ai 10 ans d'expérience en salarié, je n'ai pas 10 ans d'expérience en freelance ou en entrepreneuse. C'est pas du tout la même chose, parce que je sais faire des strates de com que je le fais pour 15 personnes différentes. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense quand on a débuté, on a appris. Et c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Franchement, je pense que sinon, Il y a 3 trucs quand même. Enfin, il y a 3 choses sur lesquelles
faut vraiment se pencher pour attirer, tu vois, tes clients et donc aller vraiment dans l'objectif de conversion. Si tu n'as pas de lien pour une prise de rendez-vous sur ton profil LinkedIn ou un lien pour t'envoyer un message, les gens ils vont cliquer nulle part. Et moi j'ai accompagné beaucoup de personnes qui me disaient j'arrive pas à générer de leads, donc j'arrive pas à générer d'opportunités commerciales, j'arrive sur leur profil, il n'y a aucun bouton pour prendre rendez-vous avec eux, il n'y a aucun bouton pour leur envoyer un message, il y a zéro information sur leur prestation ou même quelque chose qui va être dans la sélection sur LinkedIn. Après, c'est très propre LinkedIn, mais je veux dire, tu peux mettre un lien aussi dans ta bio Insta, tu peux mettre un lien dans ton TikTok, tu peux mettre un lien dans ton Pinterest. Enfin, après, tu fais de l'acquisition un peu partout, mais il n'y a jamais d'information. Et même, je trouve que sur LinkedIn, la phase confiance, elle est déjà passée généralement au moment où tu as vu le contenu et que tu es allé sur le profil. Donc même le site internet, je le recommande parce que ça reste quand même très intéressant et puis il y en a qui en ont besoin. Donc en fait, tu te prives d'une partie d'une cible si tu n'en as pas. Mais le lien moi sur mon profil LinkedIn, vous pouvez aller tous dessus. Il y a un bouton, m'envoyer un message, ça vous redirige vers mon WhatsApp perso et vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et je réponds. Et je tiens vraiment à dire que l'accessibilité, c'est le nerf de la guerre pour générer les opportunités. Tu peux pas avoir d'opportunités si tu n'es pas capable déjà d'ouvrir la porte aux gens et qu'ils viennent te voir. Mais ça, c'est un peu les trois leçons. Mais il y a juste un sujet, je voulais parler avec Noémie, parce que toi, tu parles de communauté. C'est ton gros sujet aussi, pas que, mais gros sujet. Moi, je m'y suis mis depuis pas très longtemps. Tu vois, j'avais plein de groupes à droite, à gauche, j'en ai fait un gros. On est 700, je crois, dedans. Et en fait, ouais, mais bon, on est 700, mais il y a beaucoup de gens qui ont désactivé les notifications. Mais je me dis, si j'avais fait... Tu vois, c'est un regret, hein, c'est un regret de fou. Je suis trop bête de ne pas l'avoir fait avant. Mais comment tu fais pour créer une communauté sur la base de ta création de contenu, tu vois? Est-ce que, enfin, déjà, quel outil tu choisis? Comment tu nommes ta communauté? Sur quel sujet tu te bases? En fait, comment tu fais pour créer ta communauté? Yes. Et ben, en fait, avant de créer ta communauté, je pense qu'il y a un sujet qui est hyper important, c'est de valider qu'il y a un réel intérêt à créer une communauté et que les gens ont envie d'être fédérés autour d'un sujet, et que les gens ont envie d'interagir et d'être intégrés à un groupe pour bosser ou réfléchir autour d'une thématique. Et donc pour ça, moi, la recommandation que je fais généralement aux gens avec qui je bosse, c'est de vraiment tester et fonctionner par incrément. Et en fait, de tester auprès de leur audience si ils voient qu'il y a une demande ou un besoin de partage, de rencontres, d'interaction, d'échange. Et ça passe par plusieurs stratégies. Et une que j'aime bien, c'est le fait de tester d'abord à travers des formats de contenu un peu engageants. Par exemple, la newsletter. Il y a une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Virgile, qui fait de l'investissement immobilier. Et donc Virgile, ils ont créé une newsletter il y a, je crois, 2 ans, qui s'appelle Spoon. Peut-être que vous la connaissez. C'est une super newsletter sur les finances personnelles. Et en fait, ils ont très rapidement, ils ont choisi d'éditorialiser la newsletter, de l'incarner, de lui donner une tonalité très humaine, une personnalité et tout. Donc vraiment, la newsletter est un objet hyper poussé chez Spoon. Et très vite, ils ont eu des milliers d'abonnés qui, alors peut-être pas les milliers d'abonnés, mais des centaines de personnes qui, à chaque envoi d'édition, répondaient sur l'email, sur la newsletter, et en fait étaient en demande de discuter avec les équipes qui avaient écrit la newsletter, de poser plein de questions, d'avoir plein de détails sur des aspects de la newsletter et des sujets qui avaient été traités dans la newsletter. Et donc en fait, ça, typiquement, c'est un signal très fort que les contenus que vous créez et que vous distribuez de manière unilatérale, entre guillemets, à votre audience, ils ne sont pas suffisants et que votre audience, elle a envie d'autre chose. Elle a envie d'échanger, elle a envie d'interagir, elle a envie de vous voir. Et donc assez rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y avait ces questions et cette envie dans leur lectorat. Et donc ils ont commencé à organiser des dîners. Donc ils sélectionnaient une dizaine de lecteurs tous les mois pour venir dîner dans les bureaux avec les équipes. Et en fait, c'était un tabac, ça a fait un carton direct, à tel point que finalement, ils ont décidé au bout d'1 an de la newsletter de lancer le Club Spoon, qui du coup est une communauté qui se regroupe, je crois, tous les mois autour de speakers inspirants dans les bureaux de Virgile et qui aujourd'hui a un taux d'engagement délirant. Mais du coup, l'intérêt, c'est que pendant 1 an avant de lancer ce club, il n'est pas sorti de nulle part. Ils l'ont lancé sur la base d'une validation, entre guillemets, de l'intention de la communauté qui était clairement là dans l'interaction qu'il y avait et l'engagement sur les emails envoyés.
Et je pense que ça, c'est vraiment un premier step. Parce que si vous lancez une communauté, mais qu'il n'y a pas de besoin, vous allez vous retrouver solo dans votre truc et ça va être un petit peu déceptif. Et c'est difficile de lancer un engagement là où il n'y a pas une volonté ou un besoin. Donc ça, c'est hyper important et c'est un problème sur lequel je me suis confronté, donc je te le pose. C'est quoi la meilleure plateforme, selon toi, est-ce qu'il y en a une déjà, pour créer une communauté? WhatsApp, Slack, il y a des outils qui s'appellent Lumi, je crois, Luma. Tu as la newsletter aussi, avec Substack qui permet de commenter aussi. C'est quoi le meilleur outil pour toi aujourd'hui pour créer une communauté? En marketing, on fait souvent des réponses de Normand, hein, je pense que vous êtes habitués. Ça dépend. Mais en réalité, il n'y a pas un outil ultime qui va marcher pour la communauté. C'est plutôt l'outil qui sera adapté à la typologie de membres que vous hébergez. Et typiquement, si c'est une communauté de professionnels du marketing qui sont tous dans des startups, Slack, ce sera très bien parce qu'ils bossent déjà sur Slack toute la journée. Donc, il suffit de rajouter un Slack et ce ne sera pas du tout painful pour eux de rajouter ça. Si c'est une communauté Web3, on peut les mettre sur Discord. Ils ont sûrement déjà plusieurs serveurs sur lesquels ils interagissent. Ou bien peut-être qu'ils sont déjà sur des Telegram. Si c'est des gens un peu moins disponibles et qui n'ont pas trop des outils de messagerie professionnelle, peut-être WhatsApp, ce sera bien. Ou bien des outils dédiés à la communauté. On a par exemple Circle, Melting Spot en France, Voodoo. Mais ça, c'est des plateformes qui sont quand même compliquées parce que ça demande aux personnes de faire l'effort de se connecter sur une nouvelle interface à laquelle ils ne sont pas forcément habitués. Je ne sais pas si vous avez eu ces problématiques-là, mais c'est jamais facile de créer un nouvel usage. Ça, c'est très juste, mais c'est pour le B2B. Il ne faut pas sous-estimer le B2C en fonction de ce que vous proposez aussi comme service, parce qu'en entrepreneur, on fait pas que du B2B, on fait aussi du B2C. Et je pense que les réseaux sociaux restent quelque chose d'extrêmement accessible. Aujourd'hui, le canal Instagram, c'est-à-dire qu'Instagram, maintenant, ils ont créé des canaux. C'est un très gros outil pour la communauté. C'est vraiment pas à sous-estimer le canal Instagram. Et parce que Noémie, elle parle de choses déjà très techniques pour des gens qui sont dans un domaine déjà avancé. Enfin, nous, on est sur Slack, sur Discord. Moi, j'ai créé une communauté Discord pour nos athlètes. Mais commencer simplement par une newsletter, c'est déjà beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et c'est un outil extrêmement efficace. D'avoir quelqu'un qui s'inscrit à votre news, c'est déjà un intérêt extrêmement pertinent. Et produire du contenu pertinent dans une newsletter, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, ce qui est bien sur ces communautés, c'est qu'elles s'auto-animent. Donc, mais ça va être pour du B2B où des gens vont échanger entre eux, vont se donner des conseils, vont se refiler du business. Sur le B2C, c'est d'autres canaux. On ne peut pas utiliser Slack. On peut pas sur quoi? On est plutôt sur Instagram. On crée des canaux sur Insta. On est plutôt, même sur Twitter, on peut créer des communautés assez fortes. La newsletter, simple. Mais t'as pas d'interaction, par exemple, sur une newsletter. Les Facebook Groups aussi, je pense, c'est un truc. T'as pas d'interaction sur une newsletter, mais t'as la possibilité de répondre. Ah, donc, tu peux ouvrir des canaux. T'as pas d'interaction, mais tu peux la proposer autrement, l'interaction. Tu peux mettre une story sur Instagram en disant « On vous a envoyé une newsletter, n'hésitez pas à nous faire des retours en story, en ouvrant. » Parce que là, ça dépend ce qui monte en projet, si c'est du B2B ou du B2C. En B2C, il faut quand même noter que le canal Instagram, il y a de l'interaction. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien depuis que c'est ouvert, qui est facile d'utilisation et qui n'est pas à sous-estimer. Je complète juste sur la partie B2C parce qu'on sous-estime. Là, on est entre entrepreneurs, on parle de B2B pour faire du business entre nous, mais si ça se trouve, il y a plein de projets de vente en B2C. Et du coup, la newsletter reste quelque chose de très accessible. Vous mettez un lien, vous mettez un email à la fin de la newsletter en disant n'hésitez pas à poser vos questions. Beaucoup d'entrepreneurs le font. Nina Ramen le fait très bien. Moi, j'ai eu beaucoup d'interactions avec elle avant de suivre son bootcamp, par exemple, en lui envoyant des mails, très accessibles. Mettez un lien d'accessibilité. Ruben, il le dit. Utilisez LinkedIn pour mettre sur LinkedIn une possibilité de vous écrire. Venez me contacter en message privé, venez me faire des retours. Voilà, laissez une possibilité d'accès. Mais Insta et newsletter pour le B2C, ça fonctionne déjà très bien au début, quand on est en lancement ou quand on est sur les premières années de son business. Voilà. Quand on est plus avancé et qu'on est sur Slack, sur Discord, on est déjà... Ouais, après, en fait, moi, ce que je dis généralement aux entrepreneurs avec qui je bosse, c'est que la communauté, c'est pas forcément une bonne idée dès le début.
parce que c'est un truc qui demande énormément d'investissement, énormément de temps, et des canaux qui sont propriétaires, des canaux qui sont différents des réseaux sociaux, et qu'en fait, sur les premières années d'activité, une audience qui est extrêmement engagée, c'est très bien, c'est tout à fait suffisant. Avec peut-être quelques personnes qui font partie d'un programme ambassadeur, qui sont vraiment vos fans de la première heure, et que vous allez adresser, je sais pas, sur un WhatsApp ou des choses comme ça. Mais la communauté, c'est un peu le buzzword ces dernières années, et c'est pas forcément une nécessité pour vous et votre business dès les débuts de votre activité. Victor ? Ouais, et puis surtout, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, des millions de personnes dans sa communauté, dans son audience pour que ça puisse fonctionner en fait. Même de simplement commencer très simple avec un groupe WhatsApp, ça coûte rien, ça prend 5 minutes à mettre en place et ça permet au moins de tester l'idée avant de se dire est-ce que je vais utiliser Discord, Slack, Circle ou quoi, qu'il faut setup, qu'il faut lancer, il faut emmener les gens dessus. Juste faire un groupe WhatsApp, ça prend 5 minutes, je peux le faire là et c'est fait quoi. Ça permet de tester l'idée. Je vais vous poser une question à vous trois. Et ensuite, on passe aux questions du public si ça vous va. Aujourd'hui, très classique, très de manière fonctionnelle, c'est quoi votre tunnel à partir du moment où vous touchez une personne et pour qu'il arrive dans vos clients pour qu'il devienne... Et donc, je commence. Donc, tunnel d'acquisition, poste très large, poste un peu plus spécifique, poste ultra spécifique. Derrière, j'identifie... Ouais. Que sur LinkedIn. Nous, c'est globalement sur LinkedIn, puisque notre business, on cherche des entreprises et des sportifs. Et les sportifs, on va aussi les chercher un peu sur Instagram. Mais nous, on privilégie le lien humain. Donc moi, j'identifie, c'est un gros travail, mais j'identifie les gens qui ont liké mes posts. Je regarde qui est venu régulièrement. Je l'ajoute, je lui fais un message, je lui dis merci d'avoir interagi avec mes posts. Bienvenue, qu'est-ce que tu aimerais savoir ? En général, je prends un peu de temps pour essayer de l'appeler. Je me dédie une demi-journée par semaine pour essayer de contacter des gens, parce que quand on démarre, je pense que c'est important d'être proche du coup, de son audience pour que ça devienne une communauté. Et donc moi, je privilégie vraiment le contact humain. Nous, je sais que tous les gens à qui on écrit, on les a au téléphone. Et on fait des calls de 30 minutes. C'est extrêmement chronophage. Mais c'est vraiment game changer. Parce que des gens à qui on a parlé, ils nous ressentent. Et du coup, ils se disent, OK, je suis en accord avec cette personne, c'est comme ça que je signe. Et c'est comme ça qu'on génère du business de notre côté. C'est par l'humain. Merci, Pauline. Pareil, de toute façon, LinkedIn aussi, de toute façon, c'est très efficace là-dessus. Post très large. Après, des posts où je parle de mon expertise sur le podcast, par exemple. Et j'essaie d'identifier les personnes qui viennent régulièrement en commentaire ou des personnes qui me disent « Ah tiens, ça m'a servi ce que tu viens de dire ». Je leur envoie un DM et je leur dis « Ah bah tiens, t'es en train de lancer un podcast, peut-être t'as besoin d'aide ». Et pas sous-estimer un truc, on parlait au début de donner de la valeur gratuitement. Au début, j'avais pas de clients, j'avais beaucoup de temps, donc je leur disais écoute, si tu veux, on prend 1 heure, je t'aide pendant 1 heure à lancer ton podcast. Mes 2 premiers clients, je les ai eus comme ça. Et après, moins j'ai de temps, plus je leur dis si tu veux, si t'as besoin d'aide, je te propose directement mes services ou je te donne une autre valeur. Et très rapidement, en fait, c'est plus simple. Moi, c'est un peu différent. Jusqu'à très récemment, j'étais pas du tout sur LinkedIn. Donc un petit peu perspective un peu alternative, sauf depuis juillet, parce que j'ai décidé de me mettre sur LinkedIn et de publier 3 fois par semaine pour faire la promotion de mon livre. Mais avant ça, j'étais plutôt dans le contenu marketing entrant et le contenu marketing de contenu. Et donc, je faisais de l'acquisition à travers les différents formats et canaux que j'avais mis en place sur The Storyline et sur Communo, donc mes 2 business, qui sont similaires parce que j'ai un peu fait copier-coller sur les 2. Il y a un podcast, une newsletter et un blog. Et toutes ces choses-là comportent des call to action pour faire revenir les gens soit vers The Storyline, sur lequel je présente des activités de conseil en stratégie de com, stratégie de contenu, soit vers Communo, qui est à la fois une formation et un collectif qui accompagne les entreprises en B2B. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de faire de l'acquisition à partir de ces formats-là, podcast, newsletter et blog, donc SEO. Et je fais que ça. Voilà. Trop bien. Moi, je sais plus vraiment comment je fais. En gros, non, mais jusqu'à maintenant, je créais du contenu. J'avais mon Calendly, les gens prenaient rendez-vous. Je mettais mon CRM sur Notion et après je rappelais les gens pour savoir s'ils étaient intéressés. Si ils étaient intéressés, j'envoyais le contrat facture et on démarrait une prestation classique. Mais depuis peu, je fais des vidéos où je mets en avant des entreprises. Et donc en fait, ce qui est essentiel aussi pour moi, c'est de rencontrer du monde.
Donc j'ai créé un groupe, le fameux groupe WhatsApp. Et en gros, toutes les personnes qui sont présentes là-dessus, je fais la promotion d'événements comme l'Accordé, je les rencontre. Et en les rencontrant, en fait, ils savent ce que je fais. Donc le jour où il y a une demande, je la traite. Et du coup, j'ai énormément de demandes entrantes. La problématique de l'influence, enfin de la création de contenu sur LinkedIn, c'est que tu ne peux pas travailler avec n'importe qui. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ta marque et la marque qui fait appel à toi. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une boîte, c'est une boîte de consulting, ils sont basés à La Défense et ils ont créé un programme startup qu'ils veulent mettre en avant. Le site, il est des années 2000, il est dégueulasse. La brand, c'est une équipe, c'est que des mecs dans la boîte. Le commercial, c'est un commercial qui a 50 piges, qui était porté sur pourquoi tu veux faire ça, c'est pour gagner de l'argent. Et donc en fait, la problématique que j'ai eue, c'est je suis pas en phase du tout avec les valeurs et ce que je vais vendre. Donc on va aller sur quelque chose qui est beaucoup moins, en tout cas, je vais aller sur beaucoup moins de clients, mais sur des choses qui sont beaucoup plus pertinentes. Et puis à côté, il y a l'organisation d'événements et les gens qui vont venir ici, et donc c'est la chose. Mais je pense que la chose la plus facile à faire sur LinkedIn, c'est en amont créer du contenu. Vous allez loin, d'aller contacter les personnes qui vous like, qui vous commentent, etc. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est bien. Non, mais au début aussi, tu vois, moi j'ai essayé le lien Calendly. Tu vois, j'entendais tout le monde me dire qu'il faut mettre un lien Calendly et tout. Et à un moment donné, j'attendais, tu vois. Mais quand tu as une petite audience, que tu n'es pas connu, moi je suis pas sur Paris, je fais pas beaucoup d'événements ou quoi, personne ne me reconnaît, personne ne fait confiance aux premiers abords, tu vois. Je dis, soit j'attends que mon lien Calendly se remplisse et peut-être je vais attendre 6 mois. Non, mais c'est pas mal le conseil gratuit. Le conseil gratuit, moi je l'ai fait au début. Et je pense que c'est le point commun avec tous les entrepreneurs avec qui j'échange. Quand tu démarres, tu te dis, en fait, je vais mettre une demi-heure de mon temps. Et moi, pendant un moment, j'avais mis, pendant un peu plus d'1 an, tous les vendredis, je le réservais à des slots de 30 minutes avec des espaces de 30 minutes. Donc c'était, tu vois, en 1 heure, je faisais un call, en gros. J'en faisais 9 à peu près dans la journée. Et ça me permettait de connecter en fait avec des gens qui avaient des problématiques. Des fois, rien à voir avec mon business, ils voulaient parler d'autre chose. Des fois, complètement dans le truc. Des fois, on n'avait même pas le temps d'une demi-heure qui me disent, écoute, il faut que je te présente mon équipe. Et donc, du coup, on allait sur des prestations. Mais je sais que j'ai beaucoup vendu de prestations, en tout cas de services, à des boîtes en donnant du temps à des responsables qui, eux, sont allés chercher l'info ou le conseil un peu gratuitement. Je suis pour travailler, tu vois, et donner du conseil de manière vraiment offerte et gratuite. Je suis pas dans le délire je fais payer tout ce que je fais. Franchement, je trouve qu'il y a peu de valeur, et même si, à un moment donné, il faut que tu gagnes de l'argent. Mais je pense qu'en passant du temps avec des personnes, tu augmentes aussi ta valeur, et derrière, tu n'as pas besoin de prendre 1 million de personnes, tu peux augmenter ta valeur aussi et tes prix. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de passer aux questions du public. On passe aux questions du public ? C'est parti ? Ok. Ceux qui ont des questions, levez la main. On peut juste les applaudir pour les remercier de cette table ronde avant. On aime. Ok. Ouais, j'ai vu une main levée par là. Ouais. Après, je prends madame. Bonjour, merci. Là, on part de la stratégie de... Tu peux nous dire comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Pardon, Sébastien. On part de la création de contenu comme un acquis. Est-ce que c'est toujours la bonne stratégie ? Dans quel cas elle l'est, dans quel cas elle l'est moins ? Est-ce qu'il y a une histoire aussi de timing ? À quel moment de la création de son entreprise il faut le faire ou pas le faire ? Est-ce que ça dépend des types d'entreprises qu'on a ou de freelance, de contenu ? Donc, quel est votre avis un peu là-dessus ? Merci. C'est une super question, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit LinkedIn, on voit que ça marche et on est là pour en parler. Mais il n'y a pas que ça. Prospection à l'ancienne, plein de boîtes qui tournent qu'avec ça, le bouche à oreille. Il y a plein de choses différentes. Je pense que ce qui est important, moi en tout cas pour mon expérience, c'était de me dire quoi je suis le plus à l'aise et qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de construire dans le temps. J'aime créer, j'aime écrire, j'aime faire de la photo et de la vidéo. Donc pour moi, c'était évident que je voulais baser mon activité sur la création de contenu. En plus de ça, je montre mes prestations, donc c'est 100%. Mais après, il faut se demander, est-ce qu'on est à l'aise à parler ? J'ai des amis freelance qui sont beaucoup plus à l'aise à faire un call de prospection, du call que créer de contenu, par exemple. C'est vraiment se poser la question avec quoi on est plus à l'aise. Et voilà. Ouais, et si je peux juste rebondir, je pense que la création de contenu, elle peut être pertinente dans beaucoup de cas parce qu'elle renverse le rapport qu'on va avoir avec ses prospects et ses clients, et au lieu d'aller vers, on fait venir à soi, en fait, parce qu'on va créer du contenu qui va véhiculer notre expertise, nos valeurs, notre manière de faire, notre personnalité. Et donc, du coup,
forcément, ça va nous faire rayonner. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant pour faire venir à soi des gens qui sont déjà en ligne avec ta manière de faire les choses ou ta manière de voir les choses. Et du coup, c'est un accélérateur de business. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, du coup, moi, je rajouterais quand même que c'est sous-estimé. Si j'avais su la force de la création de contenu, franchement, j'aurais commencé tellement avant, mais tellement avant. Je me dis que je suis passée à côté de quelque chose, étant née dans cette génération digitale. Mais il y a un truc, en fait, quand on est entrepreneur, on ne sait jamais si on va rester entrepreneur. On ne sait jamais si notre business il va marcher. On ne sait pas si on ne va pas créer une nouvelle boîte, un autre produit qui n'aura rien à voir. Donc en fait, quand tu fais de la création de contenu, tu deviens quelqu'un de par tes conseils, de par ton rapport, de par ce que tu expliques. Et donc les gens, même si ton premier business, il marche pas, parce que l'entrepreneuriat, ça peut être, je crée une première boîte, ça marche pas, je crée une deuxième boîte, ça marche pas, jusqu'à trouver la bonne idée. Et en fait, les gens, ils te suivront parce qu'ils ont investi sur ta personnalité et pas forcément sur ton produit. On le dit aujourd'hui, on n'achète plus un produit, on achète ce qu'il représente ou ce par qui il est promu. J'ai un petit, ouais, c'est ça. J'ai juste. Et donc, je pense que c'est très important d'être identifié en tant que personne. Moi, je dis souvent, on n'est pas des madeleines, on n'a pas besoin de rentrer dans un moule. Ce qui fonctionne, c'est d'être unique, d'être nous. Et c'est sous-estimer cette force de l'authenticité. Et donc, quand on lance son business, il faut la création de contenu, c'est vraiment peu importe ton business, même si tu le fais pas pour ton business. Fais-le sur toi, sur ton rapport à l'entrepreneuriat, fais un partage d'expérience. Dans tous les cas, ça t'apportera quelque chose. En fait, que tu sois au début ou à la fin ou au milieu, le plus tôt vous commencez, mais le plus tôt c'est game changer. C'est clair, je pense juste, pardon, je rebondis après, on fait la question, mais ça me fait penser à, vous connaissez peut-être Caroline Mignot, qui est quand même une des personnalités dans le marketing les plus connues en France, qui a le podcast Marketing Square. Elle n'est pas forcément connue pour les business qu'elle a créés, qui existent. Elle est connue pour son podcast et pour ses interventions et pour le fait qu'elle soit LinkedIn Top Voice. Donc en fait, c'est vrai que ça crée une espèce, ça amplifie votre visibilité potentiellement de manière assez exponentielle. Ouais. Non, mais je pense qu'elle a dit un truc intéressant, c'est que dans le cas de Caroline, par exemple, à la base, elle est venue sans expertise et elle avait quand même l'expertise marketing des États-Unis, etc. Mais elle n'est pas venue en disant, voilà, je vais vous donner ça comme expertise. Elle a interviewé énormément d'experts sous un spectre très précis et pour autant, elle n'avait pas de projet d'entreprise de base, quoi. Elle s'est dit, je vais juste mettre en avant. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant aujourd'hui que de posséder ou en tout cas d'avoir une audience. C'est-à-dire que n'importe quel projet, même si ton audience elle n'est pas du tout qualifiée, tu sais que ça aura de l'écho au moment où tu vas le lancer. Je suis désolé, mais je vois pas du tout le lien entre Yvick, donc Mr V, qui fait de la musique, qui fait des vidéos parodiques et qui vend des pizzas. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Je suis d'accord, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour créer du contenu. Des fois, on met beaucoup de temps à se trouver. Des fois, on n'a juste pas les compétences. Des fois, on n'a ni les moyens de financer un accompagnement. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant aujourd'hui que de disposer d'une audience. On est né, en tout cas les années 90, ceux qui sont nés dans les années 90 sont nés avec les réseaux sociaux. On a vu tout évoluer de Skyblog à aujourd'hui BeReal, tu vois, et encore on l'utilise pas de ouf. Il y a des communautés sur tous les réseaux sociaux. C'est hyper facile de créer du contenu et d'engendrer des réactions et des interactions parce que pour un créateur de contenu, il peut y avoir 100 000 personnes qui sont prêtes à interagir. Et donc en fait, faut juste y aller. Et le sujet, de toute manière, il va se repréciser au fur et à mesure que chacun avance dans sa vie, tu vois. Moi, j'ai une amie, franchement, elle créait du contenu, mais tu vois, elle mettait ses photos de vacances, elle faisait pas grand-chose. Un jour, elle s'est dit, elle va faire du yoga. Ça n'a pas du tout fonctionné. Elle est devenue maman. Elle a dit, putain, j'ai une galère. Mon fils dort absolument pas. Je vais prendre des cours de coach de sommeil. Elle a fait une story un peu où elle disait pas à son coach de sommeil qu'elle filmait. Elle l'a mis en story. Il y a eu tellement de questions qu'elle s'est dit je vais faire coach de sommeil en fait. Et aujourd'hui, elle gagne sa vie comme ça. Et en fait, elle accompagne des parents à permettre à l'enfant à mieux dormir, tu vois. Et en fait, engendre aussi beaucoup de choses du sommeil de l'enfant. Engendre aussi beaucoup de choses. Et donc, elle a trouvé son truc. Mais je pense que créer une audience, c'est banger. Tu peux pas passer à côté aujourd'hui, surtout quand tu as envie d'être entrepreneur un jour, tu vois. Et une audience ou une communauté, hein. Il y en a qui passent par l'audience et qui font Sans de la communauté aujourd'hui, franchement, c'est ça, hein. Je pense que tu peux pas
mettre en place un business si t'as personne qui te suit, quoi. Ça dépend ce que tu lances comme business après, mais. Ça dépend ce que tu lances comme business. Ouais, tout business ne nécessite pas une audience ou une communauté. C'est hyper puissant pour nous parce qu'on est dans cet écosystème-là et qu'on mange avec ça. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus une nécessité pour tous les business. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont, ou même de personnes, de freelance qui vont se dire il faut que je crée du contenu, il faut que je fasse. Mais peut-être que des fois, ton client ou la manière, il faut penser, moi je pense souvent à comment mon client consomme mes services. C'est ça. Tu vois par exemple, je sais pas, dans certains domaines, c'est peut-être plus simple ailleurs que simplement par la création de contenu. Non, mais déjà, faut pas oublier qu'on est dans le tertiaire. Si on passe sur des activités plus liées à la terre ou à la construction, des choses comme ça, c'est peut-être beaucoup moins pertinent. Mais en tout cas, dans les secteurs d'activité dans lesquels, a priori, on est ici, et je ne connais pas vos business, dans le tertiaire et l'industrie des services, ça reste un truc assez intéressant à mettre en place parce que ça valorise une expertise et ça vous suit pendant toute votre carrière. On a répondu à ta question. Super. On avait une question. Où est-ce qu'elle est? C'est bon, t'as le micro? Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, je crois. Bonjour, Andrea. Je voulais rebondir. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que c'est hyper important en fait, de créer une communauté dès le début. Mais en fait, comme vous l'avez très bien démontré, c'est hyper chronophage. Et je fais partie en fait, de ceux qui se sont lancés, qui ont vachement bien démarré. En 2 mois, j'ai eu 5000 abonnés. Sauf que la régularité derrière était impossible. Je suis maman de 3 enfants de moins de 2 ans. Je suis entrepreneur solitaire. Et vraiment, j'aurais besoin de conseils sur comment réussir à continuer cette communauté et à créer du contenu, mais à gérer cet emploi du temps qui est genre juste lunaire, quoi. Alors moi, je te conseille de prendre un tout petit peu de temps chaque jour et de te dire, OK, je prends 15 minutes. Sur 15 minutes, j'écris mon idée. Je mets toutes les petites choses qui me passent par la tête et je mets juste un timer et comme ça c'est fini. Et en fait, de l'avoir dans ton agenda, ça t'enlève cette charge mentale. Parce que la charge mentale de la création de contenu, et même pour nous, je pense, moi parfois je me dis oh là là, j'ai pas créé de contenu, c'est catastrophique, c'est terrible et ça me stresse. Et du coup, je suis pas productif sur mes autres tâches. Donc si tu arrives tous les jours ou tous les 2 jours à te mettre ou une demi-heure ou 30 minutes, tu te mets une alarme et à la fin de l'alarme, c'est terminé. Voilà. Et peut-être que tu y reviens à la fin de la journée quand tu veux ou sur ta pause du midi, mais tu te mets un timer. Vraiment, le timer, il est game changer. Après, au plus possible que tu peux, essaye d'automatiser. Victor, il le disait très justement, il a un Notion où il met toutes ses idées, comme ça, quand il a envie de produire du contenu, il pioche. Donc l'idée, c'est peut-être de se faire 2 heures une fois par mois où tu fais que réfléchir à ça. Mais il faut que tu arrives à créer des moments dédiés à ça, parce que juste se dire je le fais de temps en temps, ça fonctionne pas. Enfin, de toute façon, c'est mon avis, hein, mais je suis complètement d'accord. Moi, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment ça, c'est vraiment de dédier du temps et de se dire, comme je crois que c'est Ruben qui le disait tout à l'heure, à un moment donné, ça fait partie du job. C'est comme faire sa compta tous les mois. En fait, on pourrait passer le temps qu'on dédie à créer du contenu, à faire autre chose et à servir des clients. Mais comme le dit Ruben, si le jour où on s'arrête à créer du contenu, l'inertie à un moment donné tombe. Et en fait, il faut vraiment se dire, dans ma semaine, j'ai tel temps accordé à mes clients, tel temps accordé à mon entreprise. Et créer du contenu, c'est vraiment du temps accordé à son entreprise sur le long terme. Ouais, j'aurais peut-être juste 2 conseils en plus de ceux que vous avez donnés. La première chose, c'est d'essayer d'automatiser tout ce que tu peux automatiser, d'identifier les choses que tu peux réduire ou que tu peux en fait finalement faire de manière un peu en autopilote. Par exemple, moi, transformer du contenu de ma veille en petit article, c'est des choses que je fais de plus en plus vite parce que j'ai des automatismes que je développe. Ne pas hésiter à déléguer non plus. S'il y a des choses que tu identifies qui sont chronophages, moi par exemple, au début quand j'ai lancé mon podcast, ça me prenait une demi-journée de faire un épisode. Aujourd'hui, ça me prend 1h30 parce que je suis devenue plus forte dans le sourcing des speakers, parce que j'ai délégué le montage, parce que j'ai quelqu'un qui écrit l'article de résumé du podcast pour moi, parce que je sais que j'ai plus le temps de le faire. Et une dernière chose que j'avais comme conseil, c'était ne pas hésiter aussi à déléguer cette création de contenu et cette dynamique d'animation à ta communauté. D'identifier des gens qui sont un peu actifs, engagés et que tu peux valoriser en t'appuyant sur eux pour prendre le relais et pour engager des conversations à ta place, créer des contenus avec toi, mais de manière valorisante. Et ce sera tes ambassadeurs finalement. Et programme tes posts. Sur LinkedIn, c'est possible de programmer ses posts. Alors programme tes posts. Ça fait partie de l'automatisation. Après, je sais qu'il y a un truc que j'avais pas mal fait moi pendant un moment parce qu'on était passé en format agence. Ça marchait super bien, on est monté jusqu'à 7 personnes dans l'agence, sauf qu'en fait, quand tu as un môme, le taf qui n'est pas à côté, 7 personnes à gérer, enfin, quand tu es chef d'entreprise, moi je vois très très peu de chefs d'entreprise qui ont
un certain nombre de salariés pouvoir se porter. Et surtout qu'en plus, tu as un moment un peu bâtard, désolé du mot, mais qui est en gros quand tu es en train de grossir, t'as pas assez de monde, donc tu es encore sur l'opérationnel, mais en même temps, tu as trop de monde pour être dans la création de contenu. Donc, il y a deux choses. La première, c'est déjà tout ce qui a été dit. Et la deuxième, c'est de trouver un contenu que tu vas pouvoir répéter, dupliquer, et qui va être profitable pour toi. Moi, pendant un moment, j'avais plus le temps. Et je crois que si vous regardez ma timeline, à un moment donné, dans tous mes contenus, vous allez voir qu'il y a 45 contenus quotidiens qui étaient calqués sur le même modèle et qui me prenaient un quart d'heure maximum à écrire. C'était l'UIC, par exemple, Ulysse Lubin, qui nanana, ou LC, Mathilde Cossé, ou voilà. Et en fait, je faisais que des histoires de comment je les ai rencontrés, qui ils sont. Et du coup, ces créateurs venaient aussi interagir sur ce contenu. Donc moi, ça me faisait de la visibilité basée sur leur audience. Les gens voyaient ce que je faisais puisque dans mon titre LinkedIn, du coup, ils pouvaient aller cliquer dessus et arriver sur la page de prise de rendez-vous. Et ça me prenait pas plus d'un quart d'heure, sauf que je faisais ça en fait un peu tous les jours. J'avais trouvé une typologie de contenu qui me permettait d'à la fois montrer la qualité rédactionnelle que j'étais capable de fournir et en même temps la capacité à pouvoir créer du contenu, mais vraiment rapidement et de manière... Le seul problème, c'est que ça dure pas longtemps et au bout d'un moment, tu lasses ton audience. Il faut que tu mettes à un moment donné un contenu. Alors le problème, c'est que tu vas te poser sur un point, c'est du coup, est-ce que je publie moins, mais de manière plus qualitative? Est-ce que je publie un PDF de 140 pages qui va dire comment optimiser un profil ou toute autre stratégie? Ou est-ce que tu vas mettre, un post un peu plus facile à écrire C'est un arbitrage à faire de ton côté, mais ce qui est sûr, c'est que faut que tu dédies du temps, pas au détriment de la vie de famille, mais au détriment de la vie professionnelle, c'est-à-dire peut-être prendre moins de clients, mais avoir... En tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui à tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Faites moins de clients, mais plus de création de contenu. Et à long terme, en fait, vous allez gagner parce que c'est de manière exponentielle et l'audience et la communauté et la visibilité vont vous permettre de grossir. Donc voilà quoi. Ok, merci. Du coup, on n'a plus le temps pour d'autres questions. Est-ce que vous restez là quand même toute la journée, messieurs, dames? Ouais. Oui. Évidemment. Ok. Oui, vous pourrez nous poser vos questions. Je vous laisse conclure avec un petit mot de la fin. Ensuite, on vous applaudit très 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 fort. Et après, on va laisser la scène à François-Xavier. Vous avez compris, créer du contenu. Hein. Ouais, je ne sais pas ce que je peux dire de plus derrière ça, mais vraiment, créer du contenu, documenter votre histoire, votre évolution. C'est super intéressant de voir les débuts des entrepreneurs, même quand on commence, qu'on n'a pas d'expérience. Donc, qu'on soit débutant ou expert, partagez ce que vous faites. Du coup, moi j'ai envie de dire que le fait que vous soyez tous là dans ce lieu regroupés autour d'un objectif commun grâce à Stello et aux équipes, c'est une illustration parfaite de la puissance des communautés justement. Et du coup, j'espère que vous allez pouvoir en profiter et tirer un maximum de valeur des rencontres que vous faites et des choses que vous pouvez apprendre. Et n'hésitez pas à venir nous parler dans la journée, on sera ravis de discuter de vos problématiques. Merci d'être là. Ces personnes sont... Ces personnes sont incroyablement humaines, n'hésitez pas à les ajouter sur LinkedIn, à leur envoyer un message, n'hésitez pas à aller leur parler et à leur demander des conseils. Merci beaucoup François-Xavier de m'avoir fait confiance pour le Shifu Pitch géant et cette magnifique table ronde. Tu n'as pas démérité. Je crois que tu as une petite news, mais il faut le zap. On a parlé de communauté et donc on voulait vous annoncer le lancement... Attends, excuse-moi, avant que tu passes, on peut prendre un selfie à 4 avec la commu qui font les ouf, genre. Oui. Non, tu es avec nous. Tu veux pas que je sois... Tu veux pas que je sois dessous. photo. Avec la commu. Ah, putain. À 3, on se lève tous ensemble. 1, 2, 3. Ouais.